suis ravie d'être à Saint-Jacques-à-Ferrat et puis dans cette salle que je ne connaissais pas encore et qui est magnifique. J'espère que vous êtes bien installés pour qu'on puisse vraiment savourer l'existence un peu folle de ces femmes dont je vais vous parler. Alors, je dois dire en préambule que, alors que dans mes livres précédents, l'accès aux informations était relativement facile. Il y avait des biographies, des monographies. Là, pour ces femmes des années 20, pourtant, je prends des femmes connues, célèbres, c'est très difficile de les dissocier de leur mari. C'est toujours l'épouse d'eux. Et quand on veut individualiser un peu leur parcours, eh bien, c'est assez difficile. Je me suis plongée dans les journaux de l'époque, ce qui est déjà un ravissement, mais il faut vraiment attendre les années 36-38 pour que les femmes soient reconnues, je dis bien dans la presse et pour les femmes un peu célèbres, individuellement et non pas épouses d'eux. Alors, je vais commencer par vous parler de deux femmes qui ne sont pas dans mon livre, parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde dans un livre, mais je ne voulais absolument pas y échapper. Alors, je vous ai quitté la dernière fois avec les oubliés de la victoire, ces femmes extraordinaires qui ont fait tourner la France pendant les années de guerre. Elles se retrouvent veuves. Il y a 1 400 000 jeunes hommes qui sont morts, des pères, des frères, des fils, des maris, et elles ont travaillé d'arrache-pied, mais en 1919, aucune reconnaissance pour elles. Dans un premier temps, par exemple, dans les usines de munitions, dans toutes les usines, on les met à pied du jour au lendemain, et sans aucune indemnité. Plus que tout, alors que tous les pays belligérants auront donné le droit de vote aux femmes, elles sont les seules à ne pas l'obtenir. Et c'est assez paradoxal. Donc, l'Assemblée nationale, les députés votent une proposition de loi, un projet de loi pour le droit de vote des femmes, mais c'est le Sénat, à gauche, qui va refuser en donnant comme prétexte, excuse, c'est qu'ils ne veulent pas du vote des femmes car elles vont voter comme le curé. Et donc, vous savez qu'on est parmi les plus grands retardataires sur ce droit de vote. Il faut attendre 1944 et le général de Gaulle pour avoir le droit de vote. Mais les Américains sont venus à notre secours et ils sont à Paris et ils ont apporté le jazz et une atmosphère de joie avec l'apparition dans à peu près tous les nightclubs de noirs. Et là, on est en retard pour les femmes, autant la France peut s'enorgueillir d'une attitude assez généreuse, puisque il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'apartheid à Paris, et les Noirs peuvent aller dans n'importe quel bar, n'importe quel restaurant. Au grand scandale des officiers américains, pour qui c'était bien d'avoir les GIs noirs sur le champ de bataille, mais qu'après, on était toujours dans cette Amérique ségrégationniste. Quelques hommes qu'on vous connaissez, nous avons Maurice Chevalier et bien sûr l'inénarrable, elle s'était fait couper les cheveux. On a le scandale de la revue Nègre et c'est Joséphine Baker qui ose le nu intégral, ou presque, avec sa ceinture de banane, et qui va donner à la France un amour extraordinaire. J'ai deux amours, mon pays et Paris, où là, elle peut découvrir effectivement qu'une femme noire peut vivre normalement. Autre américaine, Gertrude Stein, et toute une atmosphère d'intellectuels. Mais nous voilà avec nous Françaises. On est après la guerre, on a perdu 1 400 000 soldats,
mais on a 4 millions de blessés. Ce sont ces fameuses gueules cassées. Donc c'est un pays qui a besoin de se reconstruire, et c'est pour cela qu'on va faire une politique nataliste. Donc alors qu'avant la guerre de 14, on ne condamnait pas trop férocement les avortements, qui étaient normalement interdits, mais finalement il y avait très peu de condamnations. Là, la loi va se durcir, et on va dire, pour faire de bons Français, il faut que les mères soient en pleine santé. Et donc, on va mettre la gymnastique à l'école, avec un côté un peu grec sur lequel je reviendrai. Là, on n'est pas dans la féminité la plus totale, mais c'est Violette, et elle dit ce que Violette peut faire, ce qu'un homme peut faire, elle peut le faire, et elle fait le lancer du disque, elle est assez extraordinaire, on la retrouvera dans les sports automobiles. Et effectivement, les hommes sont effrayés en se disant « mais si elles font du sport, elles vont lui ressembler ». Mais là, nous avons une femme assez formidable, qui est Alice Millat, qui donc fait de l'aviron et se bat contre le baron de Coubertin. En effet, si les femmes ont conquis le sport, et le sport olympique, l'équitation, puisque de toute tradition, les femmes ont toujours fait de l'équitation, elles font maintenant du vélo, on a inventé la jupe-culotte, donc elles peuvent le faire décemment. Dans la danse, on revient à l'antique, avec Isadora Duncan, dont je vous parlerai après, et donc le baron Pierre de Coubertin veut relancer ces fameux Jeux olympiques. Mais que des hommes, et voilà ce qu'il dit. Le seul véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Quant à la participation des femmes aux Jeux, j'y demeure hostile. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait surtout, comme aux anciens tournois, être de couronner les vainqueurs. Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Alors, quand mes amis, il y a quelques temps, avaient proposé de mettre le baron de Coubertin au Panthéon, j'avais déjà préparé une immense pétition et je compte sur vous si jamais ça rejaillit. Donc, elle fonde, Alice Millat, en 1912, une association Femina Sport pour effectivement convaincre le baron de Coubertin. Mais malgré tout ça, ça ne fonctionne pas. Ah, dans ce midi, qu'on dit parfois macho, eh bien, les choses vont être formidables grâce au prince de Monaco, Louis II, qui est soutenu par le fils de François Blanc, le créateur de la SBM, du casino de Monte-Carlo. Et la Société des bains de mer va donc permettre la première, alors entre guillemets, olympiade féminine, c'est-à-dire organiser une compétition d'athlétisme féminine du 24 au 31 mars 1921. Eh bien, se tient en principauté cette, comment dirais-je, compétition. Pardon. Donc, voilà ces femmes qui défilent à Monaco. Les shorts ne font pas scandale. Elles ont parfois, ça c'est pour la partie officielle, et on a même les soldats qui vont rendre hommage à toutes ces femmes. Les journaux du monde entier vont titrer « Ce sont les Olympiades féminines ». Effectivement, les athlètes sont venus d'Italie, de Norvège, de Suède, de Grande-Bretagne, mais le baron de Coubertin reste ferme sur ses positions. L'athlétisme, c'est pour les hommes. Il faut attendre 1928 pour que l'athlétisme féminin fasse son entrée officielle au JO. Mais la Côte d'Azur est aussi révolutionnaire pour tous les autres préjugés concernant les femmes, et c'est ainsi qu'une autre jeune femme, Virginie Herriot, va donner ses lettres de noblesse au nautisme.
Rabindranath Tagore la surnomme Madame de la Mer. Cette statue est à Cannes, où on peut toujours la voir, et elle rappelle ses prouesses. Virginie est la fille du fondateur des grands magasins du Louvre à Paris, Olympe Herriot. Et peut-être ça vous dit quelque chose si vous avez lu Au bonheur des dames d'Émile Zola. C'est l'histoire de la famille Herriot. Il va épouser une vendeuse qui va se révéler être une femme d'affaires, cyprienne, et donc avoir des enfants, dont Virginie. Veuve, Madame Herriot se remarie et, avec un riche banquier, et elle fait construire au Cap Martin une villa de style byzantin à qui on donne un nom inspiré du sien, Cypris. Et là, je dois faire un petit clin d'œil à mon ami Didier Guéraud qui est dans la salle et qui, dans son magnifique livre sur les belles demeures de la Riviera, explique largement les tenants et les aboutissants de cette villa Cypris. De cette villa, évidemment, on voit la mer et on dit que sa mère voyait voguer Virginie. En fait, c'est une pauvre petite fille riche, elle s'ennuie, et elle fait une croisière avec sa mère, elle n'a que 11 ans, et elle déclare « Je serai marine ». Elle va régater sur des voiliers qui seront tous appelés ailés. Elle est basée principalement à Cannes, mais elle va faire de grandes compétitions, le tour du monde. Elle va épouser, ce qui pour sa mère est le comble de l'ascension sociale, un vicomte, François Inck de Saint-Sénoc, dont elle a eu un fils, Humbert, et dont elle s'est séparée un an après pour voguer sur les mers, où là, elle se comporte comme un vrai marin, astiquant le pont, au milieu des embruns. Alors, elle était reconnaissable, elle avait un petit béret bleu, mais au milieu de la tempête, vous ne voyez pas ailée à la mer sous ses voiles de cap, noyée d'embrun, avec son pont glissant. Un marin de plus allant sur l'arrière, tout balayé par les lames, qui traîne ses bottes, c'est moi. Le sel colle mes cils tout blancs et des mèches de cheveux plaquent sur mes tempes. La responsabilité, la fatigue sont mes compagnes dans ma profonde solitude. En 1928, elle obtient, lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam, la médaille d'or. C'est la première femme marin à remporter cette médaille d'or. Les Anglais ne l'appellent plus que The Queen of Yachting. Donc, nous avons des femmes sur cette Côte d'Azur, sportives, dynamiques, et voilà, ça c'était la villa Cypris, donc pas loin d'ici. La voilà sur Ailée. Alors, quand elle était effectivement à quai, elle était coquette. Et ça va être un peu le paradoxe de ces femmes sportives, c'est que à la fois, elles vont se démontrer leur ténacité, leurs prouesses sont réelles, mais dès qu'elles sont à terre, elles redeviennent des femmes extrêmement féminines. Évidemment, le tennis, vous allez bien sûr parler, on va bien sûr parler de Suzanne Langlin, qui c'est une famille du Nord. Le père, elle avait un petit frère qui est mort, et son père va, comment dirais-je, la manager. Il faut faire du sport. Donc ils viennent sur la Côte d'Azur, puisqu'on peut faire du sport en hiver. Il l'inscrit au Square Mozart, au tennis qui vient d'être créé, où on ne parle qu'anglais, et où on retrouve les grandes célébrités, bien sûr le roi Gustave V, la duchesse de Mecklembourg. On trouve là, alors la duchesse de Mecklembourg, qui depuis qu'elle est veuve ne joue plus qu'en noir. Mais, donc, monsieur Langlin loue un appartement rue Aubert qui domine le Square Mozart et donc peut voir les terrains de tennis.
Et il remarque une chose, c'est que les femmes jouent au fond du terrain et que les hommes, au contraire, montent au filet. Il a tout compris. Il va voir le coach sportif et lui dit, sa fille qui a 13 ans, 14 ans, vous lui apprenez à jouer comme un homme. Et à partir de là, elle va remporter des succès très nombreux. Elle est coquette, et c'est pour ça qu'elle va rendre célèbre ce fameux bandeau dans les cheveux. Elle invente le sportwear avec Jean Patou, qui met une grande enseigne à Cannes. Et il va y avoir à Cannes le match du siècle contre une Américaine, avec des paris extraordinaires. Il faut agrandir l'enceinte, et du coup on privatise des rues. Blasco Ibanez est payé une fortune pour faire le commentaire de cette sortie. Et Cannes a une grande tradition de tennis. C'est le premier tennis français, enfin le premier cours de tennis, c'est à Cannes qu'il est créé, où rapidement on se rend compte que l'herbe, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique, mais que l'herbe n'est pas toujours très verte, et on invente la terre battue, avec quoi? Avec les bouts de tesson des poteries de Valoris qu'on brise et dont on fait des terrains. Donc Cannes s'impose pour ce match du siècle. Et là, contre cette Américaine, eh bien, Suzanne Lenglen a un peu de faiblesse. Elle n'est pas au maximum. Bon. Une balle, on dit out, donc elle pense avoir gagné, tout le monde la félicite, mais non, le juge dit, mais pas du tout, il faut faire repartir la compétition. Et là, ceux qui connaissent bien Suzanne sont un peu inquiets. Ils la voient abattue, son père n'est pas venu la soutenir parce qu'il est très malade. Et là, elle prend dans sa sacoche une petite fiole, boit un coup, c'est de l'Armagnac. Vous imaginez l'américaine qui vient des États-Unis où il y a la prohibition, ce qu'elle peut en penser. Toujours est-il, Armagnac ou pas Armagnac, c'est qu'elle va triompher du deuxième set et être la grande gagnante de cette partie de tennis. Et à partir de là, va se jouer quelque chose qui inaugure aussi la façon de faire du sport. C'est que tout le monde a gagné de l'argent. Les paris, l'hôtel qui a organisé la compétition, mais eux, les joueurs, sont des amateurs. Donc, pas d'argent. Et là, elle va prendre une décision très grave. Elle a remporté toutes les compétitions possibles. Et elle décide de passer professionnelle. Et là, c'est un scandale. Elle est, comment dirais-je, effacée de la liste des joueurs de tennis de la Fédération française. Elle s'en moque. Elle part aux États-Unis, où elle fait effectivement un tabac. On la prend en photo. Elle a compris qu'on pouvait faire de la publicité et être payée. Donc c'est la première femme qui va, après les compétitions officielles, faire une deuxième carrière, sans oublier une grande pédagogie. Elle va créer une école à Paris de tennis pour les jeunes filles qui veulent faire des compétitions. Notre Suzanne est bien de son époque aussi, car sa vie sentimentale n'est pas très stable. Et elle s'en moque. Donc, à elle, la liberté d'aimer. Elle fait un peu scandale avec un Américain qui a une femme aux États-Unis, qu'elle va voir pour lui dire qu'il faut divorcer. Elle a compris qu'il ne divorcerait jamais, enfin qu'elle ne le laisserait pas divorcer. Elle s'en moque. Elle a d'autres amours et elle mène une vie extrêmement libre. Et elle devient un symbole, la femme sportive, élégante, qui gagne de l'argent. Et ces femmes des années 20, ça va être une véritable réflexion sur
sur leur autonomie financière pour celles qui n'étaient pas des femmes richissimes. Là, on a une femme que j'aime beaucoup, complètement oubliée, on commence à en reparler, hellénisme. Elle s'appelle Hélène, elle est née dans le Nord. Il paraît que quand elle avait 4 ans, elle a glissé sur une flaque d'huile de voiture et qu'elle ne voulait pas se relever tellement elle trouvait que l'odeur était extraordinaire. Elle est donc orpheline à 15 ans. Elle monte à Paris. Alors, bon, on préfère ne pas trop savoir comment elle survit. Elle est magnifique, grande, blonde, et elle va faire des photos qu'on dit osées. Bon, pour nous, ça paraîtra pas osé, mais bon. Avec un grand cinéaste, elle rentre dans les, comment dirais-je, dans ce qu'on appelle les dancing girls, et elle va effectivement avoir un grand succès dans les cabarets. Beaucoup d'hommes tournent autour d'elle. Un, qui est un ancien héros de la guerre de 14, lui fait découvrir les voitures et elle va à Londres, en Angleterre, et là elle s'aperçoit que seuls les hommes concourent. Là, c'est pas possible. Elle revient en France, elle continue ses danses de cabaret, s'achète une voiture, fait le tour de France, et elle décide de faire les 24 heures du Mans en compétition. Là, elle est remarquée par Bugatti et elle fait un stage. Alors, les Bugatti qui sont italiens, mais ont leur usine en Alsace. Et donc, ils ont décidé de lui confier une Bugatti si elle suit leur stage. Et là commence une histoire, enfin, c'est une rencontre qui va être malheureusement pour elle catastrophique. Il y a un autre jeune homme qui est là, Louis Chéron, monégasque, qui est entretenu par une richissime Suissesse, Alice, et chacun est jaloux de la notoriété de l'autre, parce que notre Hélène, qui est devenue helléniste, parce que donc nos Américains qui l'applaudissent au cabaret disent « Hélène's nice », et c'est devenu Hellénice, et elle va en faire son nom de scène et de course. Donc, ça se passe pas très bien, et elle attire la presse, parce qu'une danseuse de cabaret qui fait des compétitions, et elle va être très bonne, la voilà en danseuse. Et quand elle fait son stage chez Bugatti, on dira après, on l'appellera Bugatti Queen, on lui fait travailler les biceps, parce que ces voitures n'ont pas d'assistance, c'est très, très dur à conduire, les routes sont assez mauvaises. Elle fera un Paris-Saint-Raphaël qu'elle gagnera. Elle part aussi d'Estonie pour un rallye de Monte-Carlo. Donc, c'est une femme qui n'a peur de rien, et dans ce rallye de Monte-Carlo, donc on fait un hiver, parce que ce que veut montrer Monte-Carlo, c'est qu'on part dans la neige et qu'on arrive au soleil au bord de la mer. Mais donc, avec sa coéquipière, elles vont carrément ne pas dormir, l'une pendant que l'autre conduit, l'autre dort. Elles se réchauffent à l'arrêt autour du capot. Enfin, c'est un exploit extraordinaire. Elle gagnera aussi la course de côte de la Turbie. Elle viendra aussi pour une course de Nice. C'est une star, elle est célèbre, tout va bien. Elle est en compétition à Sao Paulo où elle a un accident abominable, mais tout le Brésil s'entiche d'Hellénice, et il paraît qu'après son passage, il y a eu beaucoup de petites filles qu'on appelait Hellénice ou Hellénice, enfin bon. Elle revient en France, continue ses compétitions au Mans et à Montlhéry. Arrive la guerre, tout s'arrête, et elle vient à Nice dans les années 42-43 avec son amour de l'époque, un Italien gigolo.
Et tout se passe bien. 1946, on décide de reprendre les courses de voiture. Elle est donc au départ, au cocktail de départ du rallye de Monte-Carlo. Et là, au milieu de ce cocktail, Louis Chéron, vous savez, celui qui était avec elle chez Bugatti, déclare qu'elle était une collaboratrice. Alors qu'il n'y a jamais eu l'ombre d'une preuve, et la biographe de Hélénis a fait des recherches jusqu'à Berlin pour voir dans les recherches de la Gestapo, absolument pas, mais c'était un moyen de l'éliminer, et du coup, plus jamais elle n'a pu courir, et elle est morte à Nice dans une pauvreté absolue. Mais il faut se souvenir que du cabaret à la conduite automobile, elle a su montrer une grande amplitude de talent et montrer le chemin des autres. Là voilà, vous voyez ces petites voitures, il faut être sportif quand même. Hein. Là, nous avons Sarah Murphy, nous avons plusieurs Américains qui vont vraiment lancer la Côte d'Azur. Ça, c'est le couple, Sarah et Gérald Murphy. Ils viennent rejoindre leur ami Cole Porter au château de la Garoupe. Eux, ce sont des milliardaires. Ils sont à Paris. L'été à Paris, c'est pas très drôle. Alors, ils reçoivent tout ce qui compte à Paris. Ils aiment beaucoup la peinture parce que Gérald peint. Et paradoxalement, comme il est riche, ça va nuire à sa carrière, parce qu'on va dire que s'il a des expositions, c'est parce qu'il est riche, ce qui n'est pas vrai. Et donc, Cole Porter leur dit, moi je m'ennuie, c'est un ami de Gérald, venez me rejoindre. En toute simplicité, ils font ouvrir l'hôtel d'Eden Rock, qui est fermé évidemment l'été. N'oubliez pas que la Côte d'Azur n'était célèbre que l'hiver, que les Anglaises ne voulaient surtout pas bronzer. Donc l'été, il n'y a personne sur la côte. Mais le bronzage commence à apparaître, puisque nos sportives bronzent sur les cours de tennis et en faisant la gymnastique, en courant, enfin, etc. Donc, en toute simplicité, ils font ouvrir Eden Rock et louent entièrement l'hôtel et font venir leurs amis, et notamment Picasso et son amie Olga. Et on fait des pique-niques sur la plage de la Garoupe, vous les voyez là. Et donc, les gens de Juan-les-Pins trouvent qu'ils sont un peu fadas, sortir au soleil en plein été. Les femmes portent déjà des 2 pièces, ce sont des Américaines. Et là commence à naître cette idée, si vous êtes Américain, vous êtes riche, parce qu'effectivement, les premiers Américains qui viennent sur la côte sont très riches, jusqu'en 29, où là, le krach boursier va les obliger à revoir un peu les choses. Donc, ils reçoivent tout ce qui compte. Voilà, sur une plage donc, de la Garoupe, notre Pablo Picasso qui fait danser Olga. Ils inventent des cocktails, on s'amuse, on boit. Et bien sûr, on a Hemingway et Fitzgerald qui sont leurs invités. Voilà Hemingway et Zelda Fitzgerald. Alors, dans mon livre, je parle un peu longuement de Zelda, pour qui j'ai une tendresse particulière, car j'estime qu'elle a été totalement maltraitée par Scott. Donc c'est vrai qu'ils étaient dans la drogue, qu'ils étaient dans l'alcool, et il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. Mais il a passé son temps à la diminuer. Elle avait un petit talent d'écriture, et quand ils avaient besoin d'argent, il fallait envoyer des nouvelles à New York. Elle en écrit, c'est bien écrit, et lui dit, mais si c'est signé par moi, eh bien, on le vendra plus cher. Elle s'apercevra plus tard qu'il lui a volé des passages entiers de son journal personnel, et il va la mettre toujours dans une situation d'échec. Ils ont une petite fille,
elle veut l'appeler Patricia. Et lui, qui s'appelle Francis Scott Fitzgerald, sans rien lui dire, décide de l'appeler, cette petite fille, Frances Scott Fitzgerald. Il la prive même de ce lien avec sa fille. Bon, petite, on l'appellera Scotty, c'est une très bonne mère, Zelda, mais c'est lui qui choisit les nurses, c'est lui qui choisit la cuisinière, c'est lui qui choisit le personnel. Elle doit être là pour être son trophée, et c'est tout. Alors, c'est vrai qu'elle est haut en couleur et qu'elle n'est pas la dernière pour avoir quelques excentricités. Par exemple, ils sont invités chez les Murphy, qui sont les BCBG de la côte Est, et à une soirée où elle était à côté de Coco Chanel, entre gens très bien, tout d'un coup, on parle du départ d'un homme qui était autour de la table et qui part en voyage, elle ne sait pas trop où. Et là, elle commence à se lever, à se trémousser et à enlever sa petite culotte et la balancer sur la table en lui disant « Emportez-la en souvenir de moi ». Ça fait un peu désordre. Et il y en a plein d'autres d'excentricités de Zelda, mais je vous laisse les découvrir. Mais donc, la voilà avec notre Scott et la petite Scotty. Scott n'est pas quelqu'un de sûr de lui. Vous savez, vous connaissez tous l'anecdote où il va dans les toilettes du Harris Bar avec Hemingway, qui est un homme qui séduit toutes les femmes. C'est le viril, le macho, et Scott Fitzgerald, c'est la finesse, c'est l'élégance. Et comme des enfants à l'école, dans les toilettes, il lui montre son sexe, veut le comparer à celui d'Hemingway et lui dit « Est-ce que je suis normal ?» Donc on est quand même dans une époque un peu particulière, je dirais. Là, bien sûr, vous reconnaissez les Belles Rives, où les Fitzgerald vont vivre un moment. Et là, pour séduire Zelda, parce que c'est une espèce de lien toxique, mais un lien très fort, eh bien, il fait venir un orchestre, il ferme la porte à clé, et toute la nuit, fait jouer l'orchestre jusqu'à ce que Zelda s'endorme, où là, il réouvre la porte et l'orchestre peut partir. On est dans une folie de fête qui est toujours un peu dans l'excès, même si, à côté de ça, par exemple, Sarah et Gérald Murphy sont des parents exemplaires, on ne recule devant rien, dans leur propriété, la Villa America, ils font venir une vache pour que tous les matins, leurs enfants aient du lait frais. Voilà les Fitzgerald dans leur voiture. Cette voiture où ils commettent des excentricités incroyables. Quand elle conduit, elle freine au dernier moment au bord du précipice. Une nuit, ils s'endorment tous les deux, aussi alcoolisés l'un que l'autre, sur la voie ferrée. Et c'est un passant qui est là par hasard, qui les réveille. Et effectivement, la locomotive arrive quelques instants après. Mais elle était très belle, notre Zelda, qui va mourir dans un incendie de son hôpital psychiatrique, puisqu'elle est schizophrène. Mais elle a quand même réussi à écrire un livre, Accordez-moi cette valse, magnifique, que Scott va tout faire pour qu'elle ne soit pas publiée. Comme le livre est bon, l'éditeur le maintient. Et il est furieux parce que c'est un peu leur histoire, que lui décrira plus tard dans Tendre et la nuit, 3 ou 4 ans après. Et donc il y a une espèce de jalousie maladive vis-à-vis de cette femme extraordinaire mais fragile, et qui incarne la folie des années 20. Là, nous avons une autre forme de folie. C'est pas folie le mot exact, mais rien n'est impossible. C'est Florence Gould avec ses Pékinois. Alors, la femme des années 20 a toujours un petit chapeau sur la tête, des cheveux courts et des Pékinois.
quelquefois des lévriers. Mais le pékinois est la marque de cette époque. Florence est une Américaine qui a rencontré Frank J. Gould dans une soirée à Paris, mais elle est fascinée par le Sud et c'est elle qui décide que pour leur voyage de noces, ils iront à Cannes. Et là va commencer à se créer l'histoire de Frank J. Gould, puisqu'il rachète le petit casino de Juan-les-Pins, en faisant une bonne affaire, et en faisant venir tous les jazzmen de l'époque. Il reçoit bien sûr Maurice Chevalier. Il y a là un endroit où on s'amuse tous les jours. Mais on joue aussi. Et donc, il faut qu'en dehors de ce petit casino de Juan-les-Pins, eh bien, on en crée un autre. C'est Frank J. Gould qui crée le Palais de la Méditerranée, sur la promenade des Anglais, dont vous savez qu'il ne reste plus que la façade, mais heureusement, elle a été sauvée par Jack Lang, et on doit le remercier pour cela. Donc, c'est un exploit, c'est construit en même pas un an, avec des pierres qui viennent de loin, tout blanc, ça c'est le style des années 20, avec, vous reconnaissez la beauté de cela. Sur les murs du Palais de la Méditerranée, il y a des fresques, et sur ces fresques, les femmes ont toutes le visage de Florence Gould. Cette femme qui aime son mari, mais qui le trompe comme lui la trompe, et elle dit, à l'époque, dans ces années-là, tout le monde couchait avec tout le monde. Cela étant, il ne faut pas exagérer. Quand elle trouvait que son mari avait une liaison qui durait un peu trop, elle avait une technique bien à elle pour le dissuader de continuer. Elle offrait à la maîtresse des cadeaux somptueux, bien sûr, avec l'argent de son mari. Donc, il se trouvait ruiné, si je puis dire, par la générosité de sa femme vis-à-vis de la maîtresse. Il avait compris qu'il fallait s'arrêter. Cela étant, elle, un jour, elle le voit au milieu de plusieurs très jeunes jolies femmes aux cheveux courts, blonds. Elle le regarde, elle a toujours ses cheveux qui sont sur son écharpe de fourrure. Elle descend, elle va chez le coiffeur, elle remonte et elle lui balance ses cheveux. Elle s'est fait couper les cheveux et elle lui dit « c'est à vous ». Je pense qu'il y a quand même des gestes assez extraordinaires. Mais elle va se donner beaucoup de mal pour lancer l'hôtel Le Provençal, qui va être son domaine à elle. Tous les meubles sont art déco. Elle crée une galerie où viennent exposer Picasso, bien sûr Fernand Léger. Et d'ailleurs, à propos de Picasso, il avait fait un petit tableau de leur maison précédente qu'elle avait adoré. Elle le félicite et lui, pour la remercier, peint dans la salle à manger de cette maison une magnifique fresque. Mais voilà que Frank J. Gould dit « Moi, que ma femme aime l'art contemporain, pourquoi pas, mais pas chez moi », et il fait recouvrir de blanc la fresque de Picasso. Des excentriques, nous en avons aussi, c'est les Clouzes, et c'est Marie Clouse, à La Garoupe. Ils prennent une vieille tour et ils vont reconstruire un château avec les pierres de l'Estérel en rouge. Et elle, qui est aussi fascinée par l'histoire locale, ne va parler bientôt que le provençal. Elle pense que Frédéric Mistral est l'homme le plus important du monde. Elle s'habille comme si elle était dans un conte de fées, en Cendrillon, en Blanche-Neige. Et là, tous les Américains se retrouvent dans des fêtes assez extraordinaires. Lui est sculpteur et il va sculpter nombre de gorgones,
de chapiteaux de ce château, où vous savez qu'il est enterré, en demandant que la pierre tombale ne soit pas fermée, parce qu'il dit « un jour, je reviendrai ». Évidemment, comment parler de la Côte d'Azur sans parler de Colette et Saint-Tropez? Elle est là avec Maurice Bondequette, qui est son dernier mari. Elle l'a rencontré à Cap d'Aille chez Marguerite Moreno. Et c'est une belle histoire entre deux. Elle, qui a eu une vie un peu agitée avant, va lui être fidèle. Et on peut dire qu'ils vivront heureux pendant très longtemps. Lui est une admiration totale devant elle. Elle aime la Côte d'Azur et voilà quelques portraits. Et elle va acheter donc ce qui va devenir la Treille Muscat à Saint-Tropez. Petite maison sans grand luxe. Elle met un matelas sur la terrasse parce qu'elle aime dormir la nuit à la belle étoile. Elle va s'occuper de son jardin. Et surtout, il y a une toute petite route à traverser. Et on est dans la mer et elle nage. Elle nage beaucoup avec sa fille et un bon crawl. Elle reçoit ses amis, beaucoup d'amis peintres, notamment du Noyer de Ségonzague, mais aussi Jean Marais, Jean Cocteau. Elle a table ouverte. Elle aime bien un petit vin du coin, ce sont les prémices des vins de Provence. Et elle va quitter Saint-Tropez un peu à regret parce qu'il y a trop de monde maintenant. Et vous savez que c'est sur ce petit chemin qu'elle se casse la cheville et que donc elle va chez le cordonnier de Saint-Tropez qui lui fait des petites chaussures faites de lanières, les tropéziennes, et elle ne va plus porter, même à Paris, que ces fameuses tropéziennes. Donc Colette, je ne m'étends pas, vous la connaissez. Alors Coco Chanel, elle est intéressante parce que elle aime la Côte d'Azur. On sait sa rencontre à Grasse avec les parfumeurs. Elle est avec le grand-duc Dimitri qui a participé à l'assassinat de Raspoutine. Et le parfumeur qui lui fait respirer les différents parfums a été en poste à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et c'est important pour la suite parce que elle respire, elle hume ses parfums, et au 5e, elle tombe en pamoison. C'est celui-là qu'il me faut. Et le parfumeur lui dit, mais non, il n'en est pas question, il est déjà retenu. Et là, le grand-duc use de son autorité russe sur cet homme qui ne demandait sans doute pas mieux, impressionné que cet homme qui a été si proche du tsar lui demande ce service. Et voilà comment est né le nom du numéro 5. Ce 5 va lui porter bonheur, elle va le mettre partout. Son autre grand amour est le duc de Westminster, qui veut l'épouser. Ça, je vais revenir sur voilà, la Villa La Posa, qui veut l'épouser, sauf qu'elle a plus de 40 ans, et malgré des tentatives, elle n'arrive pas à tomber enceinte, et donc il n'est pas question qu'il l'épouse, d'autant plus que Churchill s'en est mêlé et lui dit « Mais enfin, vous êtes d'une grande tradition, puisque ses ancêtres remontent à Guillaume de Normandie. Grosvenor, c'est Gros-Veneur. Donc ce duc de Westminster, malgré tout, est très généreux avec Coco Chanel et lui offre une petite maison qu'elle va agrandir. Et on remarque les 5 fenêtres du milieu qu'elle fait faire en souvenir de son chiffre qu'elle aime tant. La voilà chez elle. Et alors, ce qui est intéressant, aujourd'hui on parlerait de résilience, c'est qu'elle fait construire un cloître, c'est très à la mode, les cloîtres, on voit l'abbaye de Roseland, et celui-là est la copie conforme
du cloître de quand elle était orpheline en Auvergne. Donc, à la fois, c'est mauvais souvenirs, à la fois, c'est maintenant, je peux regarder ça en face, et elle va être très attachée à cette maison qu'elle va, meubler dans un style assez confortable, pas du tout art déco, plutôt dans un goût anglais. Et elle attendra la mort du duc Westminster dans les années 50 avant de la revendre, bien qu'il y ait longtemps qu'ils se soient séparés. Autre américaine, la voilà, c'est Alice, qui est, comment dirais-je, au studio Alice Terry, pas Alice Terry, hein, Alice Terry, qui est au studio de la Victorine, c'est Rex Ingram, qui a racheté les studios de la Victorine. On est en plein muet, et c'est une véritable star, très belle, très... donc, elle adore la côte. Elle va se reposer au Negresco. Tous les acteurs descendaient au Negresco. Et puis, elle adore une chose au Negresco, ce sont les crêpes flambées, les crêpes Suzette. Et si ce n'est pas le champagne, c'est un petit vin qui vient des collines, le vin de Bélé. Évidemment, au bout de quelques temps, elle s'est un peu arrondie. Rex, qui veut faire d'elle l'héroïne de son nouveau film, Mare Nostrum, d'après un livre de Blasco Ibáñez, lui dit « Je vous ai inscrit pour faire Nice Saint-Raphaël à pied. Ou Nice-Fréjus, enfin c'est cette distance-là. Et elle n'a pas le choix. Et elle va le faire. On ne dit pas combien de kilos elle a perdu. En tout cas, bien entendu, elle a le rôle après cet exploit. Mare Nostrum, qui est aussi un moment qui ne passe pas inaperçu dans Nice. Le ministre de la Marine prête un sous-marin qu'on met dans le port Olympia pour tourner les scènes de guerre. Le petit bassin aux œillets devient une vraie piscine et il faut des naufragés. On fait appel à des figurants et les figurants qu'on préfère, ce sont les Russes parce qu'ils savent se tenir, ils savent se comporter. Évidemment, ce sont d'anciens aristocrates, mais l'eau est à 12 degrés. Donc, on va leur donner, sans compter, de la vodka du matin au soir, et tout se passera bien, on n'entend rien puisque c'est du muet, mais nos figurants russes résisteront et pourront honorer le contrat de Rex Ingram sur Mare Nostrum. Edith Wharton, autre américaine, qui a écrit Les New-Yorkaises, elle est à Hyères, où elle a une jolie maison, et elle va un peu à contre-courant de ce qui se faisait jusque-là. Elle va créer vraiment un jardin méditerranéen, et non pas dans le style Marie-Antoinette ou à l'anglaise, qui était un peu à la mode dans certaines grandes propriétés. Elle reçoit tout ce qui compte comme personnalité britannique et américaine. Et évidemment, elle invite Fitzgerald. Zelda ne veut pas y aller. Elle dit, elle va me prendre pour vraiment une petite provinciale. Zelda, elle est de l'Alabama. Donc, c'est pas New York. Scott est quand même un peu impressionnée. Elle a été le premier prix Pulitzer féminin, c'est Edith Wharton. C'est Edith Wharton qui, pendant la guerre de 14, comme je le dis dans mon livre, va sur le front, va aider les soldats, va créer une aide aux réfugiés. C'est un personnage extraordinaire. Scott a un peu pardonnez-moi l'expression, un peu la trouille. Donc, il ne fait que ce qu'il sait faire,
et un whisky, et 2 whiskies, et 3 whiskies. Il arrive chez elle un peu éméché. Pour l'impressionner, il lui dit « Mais moi, j'ai passé ma nuit de noces dans un bordel. » Elle le regarde. On pense qu'Edith Wharton est peut-être un peu coincée. Pas du tout. Elle le regarde. Elle lui dit « Et alors, comment ça s'est passé ?» Et lui ne sait plus où se mettre. Et il s'en va piteux. Sur son journal, elle mettra « Reçu Fitzgerald, point, affreux, point. » La voisine de Edith Wharton, c'est Marie-Laure de Noailles, avec cette magnifique villa Noailles. Elle ne s'aime pas du tout. Marie-Laure n'aime pas spécialement les femmes. En revanche, Charles de Noailles, son mari, s'intéresse beaucoup à la botanique et va créer avec Edith Wharton une véritable amitié. Marie-Laure, on la connaît beaucoup plus pour les années 40 et 50 où elle a tenu un cercle littéraire à Paris, mais dans ces années-là, c'est aussi les scandales de l'art contemporain, c'est-à-dire que les Noailles financent un film de Buñuel. Ce film de Buñuel est anticlérical comme c'est pas possible, donc il est hué, les Noailles sont mis au banc de la société. C'est une histoire, même si vous avez de l'argent, en France, on ne vous permet pas tout. Là, ce qu'on ne leur permettait pas, c'était d'innover et de soutenir des mécènes. Virginia Woolf, qui vient à Sanary, et là, je n'ai pas mis la photo, je vais le faire la prochaine fois, elle a toujours eu une relation de jalousie avec Catherine Mansfield, qui, elle, est à Menton. Et c'est une relation assez bizarre entre les deux. Mais Virginia, à Sanary, va écrire Le phare et les vagues, c'est-à-dire qu'elle va profiter de cette atmosphère très détendue pour écrire ses livres, où la nouveauté, c'est qu'il n'y a quasiment pas de scénario, pas d'histoire, pas de psychologie. C'est une nouvelle écriture et elle va adorer le soleil et la Côte d'Azur. Ce soleil qu'Ella Ingray fait rentrer dans sa maison, dans la maison qu'elle crée pour son amant, à Roquebrune-Cap-Martin, E1027, ce sont ses initiales. C'est une néo-zélandaise qui a vécu à Londres, qui a une vie un peu particulière, qui aime les hommes mais aussi les femmes, qui s'est bien fait connaître à Paris pour ses créations toujours très pratiques. Tout doit pouvoir se déplacer dans une maison, c'est sur roulette. C'est le minimalisme des années 20. Et là, elle crée une maison où le soleil est tout le temps présent. Les couleurs sont chaudes à l'intérieur, du blanc, mais aussi des teints, bim. C'est très sobre. Ils sont amis avec les Corbusier, et le Corbusier vient avec sa femme, qui est monégasque, et qui a une amie très chère qu'elle amène partout. Catastrophe. Bradovici, l'amant roumain de Eileen Gray, va s'éprendre de cette jeune femme. Ils se séparent. Elle va dans sa maison à Menton, qui est aussi dans un minimalisme total. Mais c'est chacun sa cruauté. Le Corbusier, sur ces murs qu'elle voulait purs, sans rien, va créer une fresque, comment dirais-je, alors qui est magnifique et qu'on peut voir, mais qui tue l'esprit même de l'architecte et de ce soleil qu'elle veut faire rentrer partout. Donc, ces femmes ont été véritablement des avant-gardistes. Je ne vais pas parler de toutes. Je pourrais aussi vous dire que tout ce qui comptait dans le monde se trouvait sur la côte. Et nous avons bien sûr
Consuelo qui se marie à Nice avec Saint-Exupéry. Nous avons Nathalie Barney et Romaine Brooks, qui a beaucoup vécu à Nice, qui s'installe à Beauvallon et qui crée une maison, le trait d'union, c'est-à-dire chacune a une maison, et au milieu, il y a, on dirait, le grand living, où elles reçoivent leurs amis de passage, ça sera Colette et Maurice Goudquet, mais c'est aussi Cocteau, c'est tout ce qui compte, et elles sont un peu comment dirais-je, l'endroit privilégié l'été de tout ce que Paris compte de lesbiennes et d'homosexuels. Donc une grande liberté et toujours aussi une véritable, comment dirais-je, qualité parmi les gens qu'on retrouve là. Après, il y a des gens que personne ne remarque. Gabriela Mistral, qui est une Chilienne, est consul à Nice. Personne ne la remarque. Évidemment, Gabriela Mistral, ce n'est pas son nom. Elle a de grandes admirations. Gabriel D'Annunzio et Frédéric Mistral, d'où son nom d'écriture. Et ça sera la première femme, mais surtout le premier prix Nobel de littérature d'Amérique du Sud. Donc cette petite femme qu'on voyait dans Nice et qui passe inaperçue. Donc nous avons les Américains qui font flamber la côte. Nous avons véritablement une émancipation des femmes. On s'affiche, hommes ou femmes. Évidemment, c'est un certain milieu, mais ça fait vite tache d'huile, on le voit pour la mode. Il faut avoir l'air d'une sportive, même si on n'est pas sportif. C'est le monde du pyjama. Pyjama qui a failli interdire Coco Chanel de rentrer au casino de Juan Lépin. Le portier lui dit « Mais vous n'êtes pas habillé. Mais attendez, je suis avec le duc de Westminster. Mais ce pantalon pyjama, c'est pas possible. » Heureusement, le directeur du casino arrive et fait rentrer Coco Chanel. Le pyjama, c'est le symbole même de la liberté de ces femmes, le pantalon large, c'est-à-dire qu'on continue à être élégante. Donc, cette exemplarité de femmes émancipées, mais souvent autonomes financièrement, eh bien, sont des modèles pour toutes les autres femmes de cette Riviera, de cette Côte d'Azur. Et mon Dieu, c'était des années folles, bien sympathiques. Merci.